je vous propose que nous commencions cette séance qui est destinée à la question du handicap et comment on arrive à mieux inclure les personnes en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs ce handicap dans la vie des territoires, mais aussi dans l'exercice des responsabilités et notamment dans les assemblées d'élus. Juste avant, vous redire tous mes meilleurs voeux pour 2025. Une année où un programme chargé attend la délégation, mais nous ferons tout pour pouvoir avancer aussi rapidement qu'il le faut pour être efficace. Donc, si nous avons fait ce choix aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait par hasard, mais vous savez que 2025 est le 20e anniversaire de la grande loi sur le handicap du 11 février 2005, qui s'appelait une loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, à cette occasion, le 11 février prochain, donc jour pour jour, 20 ans après, le Sénat organisera, sous l'égide de la Commission des affaires sociales, un événement pour dresser le bilan des 20 ans de cette loi. D'ailleurs, nous avions proposé aux membres concernés de la commission, de cette commission, de participer à notre réunion aujourd'hui, mais bon, ils en sont excusés. On sait que les emplois du temps sont compliqués. Et donc, il m'a semblé utile, en amont de cet événement, de mettre en valeur un certain nombre de bonnes pratiques qui sont déployées dans les communes et de recueillir aussi l'éclairage des associations d'élus. C'est pour ça que notre séance se tiendra en deux temps. Dans un premier temps, avec des élus qui, concrètement, dans leur territoire, dans leurs conseils municipaux, dans leurs communes, ont pu mettre en place un certain nombre d'actions pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et puis, dans un second temps, on écoutera des élus en charge de ces sujets au sein des associations d'élus. Donc, nous allons donc entendre un certain nombre d'intervenants. Alors, plusieurs sont en visio, et la palme revient à Madame Maragliano, qui, elle, est présente parmi nous. Donc, nous allons pouvoir écouter le témoignage sur ces sujets de Mathieu Annereau, qui est conseiller municipal de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Alors, est-ce qu'il est bien en visio? Oui, il est là à droite. Bonjour. Très bien, je le vois. Parfait. Merci. Donc, vous menez depuis longtemps un combat efficace pour rendre le monde politique plus inclusif. Vous êtes convaincu que les politiques publiques gagneraient à se nourrir davantage des personnes et des expériences des personnes qui sont en situation de handicap, et ce que vous démontrez vous-même au travers de votre implication en tant qu'élu local. Ensuite, ma voisine de droite, Madame Maragliano, qui est maire adjointe d'Évreux, en l'Eure, comme tout le monde le sait, et vous êtes fondatrice de l'Agence nationale des élus du handicap et de l'accessibilité. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et en 2014, vous avez lancé le groupe de travail Grenelle du handicap Évreux-Normandie, composé d'usagers en situation de handicap, d'associations et de professionnels de ces sujets. Les résultats ont été probants, puisque Évreux a été distingué plusieurs fois par la Commission européenne. Vous allez nous parler de tout ça. Alors, Madame Magali Marty-Royer, oui, on l'aperçoit en visio, qui est maire de la commune de Naveil, c'est dans le Loir-et-Cher. Et là, votre action en faveur de l'inclusion des enfants, cette fois-ci, dans les écoles, a été reconnue par l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Et vous reviendrez sans doute sur l'installation d'une classe bleue, vous avez appelé une classe bleue, et d'une classe arc-en-ciel dans votre commune. Vous nous expliquerez tout ça. Et vous avez récemment donné leur chance au sein de 2 services de votre ville à des jeunes en situation de handicap à la recherche du contrat d'apprentissage. Donc, votre témoignage, évidemment, nous intéressera également. Monsieur Laurent Michon, que l'on aperçoit à l'écran, c'est ça, qui est maire adjoint délégué aux affaires sociales, aux personnes âgées, au handicap et à la mobilité dans la commune de Caluire-et-Cuire, dans le Rhône. Vous reviendrez, je pense, sur votre action visant à inclure dans la vie de la cité les personnes en situation de handicap, par exemple au travers de la tenue des bureaux de vote, un exemple parmi d'autres. En tous les cas, là aussi, c'est un sujet qui est important. Ce n'est pas seulement accéder aux activités sportives, culturelles, mais aussi à la vie citoyenne dans la cité. Votre commune a également lancé, sous votre impulsion, un plan d'action dit inclusif, constitué d'ateliers et d'actions de sensibilisation. Voilà, nous attendons donc avec le plus grand intérêt les témoignages des uns et des autres, qui reposent non pas sur de la théorie, et moi c'est ce qui m'intéresse, parce que je suis resté longtemps élu local et maire d'un village, ce qui m'intéresse c'est les choses concrètes, mais sur du vécu,
sur des actions que vous avez concrètement sur le terrain mis en place, et donc ce vécu nous intéresse. Je vous propose que chacun des intervenants intervienne dans une... on est un peu contraint par le temps, mais dans un propos liminaire peut-être de 5 minutes environ. On ne chronomètre pas, mais pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Et je vous propose qu'on le fasse peut-être par ordre alphabétique, comme je l'ai présenté d'ailleurs. Et du coup, ensuite, on pourra engager un échange, une discussion avec les membres de la délégation qui ont pu se libérer ce matin pour une heure environ d'intervention et d'échange. Et donc, si je dis qu'on commençait par ordre alphabétique, c'est M. Anoro qui commence. En tous les cas, merci. Avant, j'aurais dû dire merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Parce que, encore une fois, votre témoignage qui repose sur du vécu, sur du réel, sur du réalisé, ça nous intéresse beaucoup. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, bonjour à toutes et tous. Et mesdames et messieurs, meilleurs vœux déjà en ce début d'année. Il est encore temps de se la souhaiter. Merci pour cette invitation à participer à cette table ronde sur les bonnes pratiques, en effet, des communes en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Sujet d'une extrême importance. Je suis donc, vous l'avez dit, Mathieu Annereau. Je suis conseiller municipal sur la ville de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, et à la métropole de Nantes depuis 10 ans maintenant. Je suis moi-même non-voyant et je préside l'association APHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, qui a été créée en septembre 2017. C'est un regroupement d'acteurs associatifs, économiques, politiques, de manière transpartisane, qui œuvrent à placer les enjeux du handicap et de l'accessibilité au cœur justement des débats politiques et économiques en France et même en Europe, sur des enjeux d'accessibilité et de handicap de manière, on pourrait dire, universelle, hein, sur tout type de handicap. On s'appuie notamment sur un réseau de correspondants locaux enracinés dans les territoires, que ce soit en métropole et en outre-mer. Et ça, c'est très important pour nous remonter, alors d'un côté, bien entendu, les dysfonctionnements qui peuvent être identifiés ici et là au niveau des collectivités et des politiques locales du handicap, mais également mettre en exergue les bonnes pratiques, les valoriser, faire en sorte qu'elles puissent se démultiplier également dans d'autres territoires grâce à nos correspondants. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, on s'approche des 20 ans de la grande loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. On comprend bien que la loi ne peut pas tout. D'ailleurs, ce qu'a évoqué cette loi à l'époque n'est pas totalement inscrite dans les faits aujourd'hui, mais de toute façon, la loi ne peut pas tout. Il faut un volontarisme politique, mettre en place des innovations, des expérimentations sur les territoires, s'adapter également aux spécificités des territoires. Et c'est pour ça que nous valorisons ces bonnes pratiques. Les enjeux liés au handicap et à l'accessibilité sont totalement transversales, et l'ensemble des politiques qui sont locales, d'ailleurs, sont irriguées par ces enjeux handicap et accessibilité. Alors, quelques focus assez rapidement sur le côté de la commune en tant qu'employeur vis-à-vis de ses agentes et agents. Alors, bien entendu, il y a l'obligation légale d'emploi de 6% d'agentes et agents en situation de handicap. Mais ce qui a pu être soulevé, c'est de manière volontariste, là encore, les sensibilisations, les formations qui peuvent être mises en place à ces agentes et agents. Sensibilisation, par exemple, à la langue des signes française, formation à l'accessibilité numérique pour un certain nombre de métiers, aux différentes formes de handicap, participation à des dispositifs comme le Duodet au mois de novembre pour accueillir en binôme au sein des services une personne en situation de handicap, demandeuse d'emploi ou en reconversion professionnelle. Voilà des choses concrètes qui peuvent être gérées par la mission handicap en interne à la collectivité. Deuxième point, faire vivre la vie associative, des associations qui œuvrent sur le champ du handicap
au niveau de la commune. Alors, en les soutenant, bien entendu, dans le cadre du possible, de manière financière par les subventions, mais en valorisant également leurs actions au quotidien, en travaillant également et avec elles, en les sollicitant sur les projets communaux. C'est très important. Les enjeux d'accessibilité, ensuite, c'était une marque de fabrique, on pourrait dire, de la loi du 11 février 2005, que ce soit sur la voirie, l'aménagement des espaces publics, les établissements recevant du public ou encore les transports. Alors, au-delà de ces enjeux, on pourrait dire légaux, normatifs, ce qu'on souhaite, c'est favoriser l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire de recourir en amont et de manière régulière à la pratique des personnes en situation de handicap. Alors souvent, dans les collectivités, des commissions d'accessibilité permettent justement un suivi avec les acteurs locaux et les associations. Il faut pouvoir les mobiliser en amont et pas uniquement en mode revue de site, une fois que des travaux ont été effectués, bien dès la conception, ce qu'on appelle conception universelle des projets, c'est tout à fait important. Un sujet qui nous tient très à cœur et qui me tient très à cœur spécifiquement en tant que moi-même élu non-voyant, ça a été évoqué, c'est l'enjeu de la citoyenneté en lien avec les collectivités au niveau local. Alors, sur plusieurs aspects, sur l'accessibilité du scrutin, du vote pour les électrices et électeurs en situation de handicap, mettre en place régulièrement des sensibilisations, des formations aux présidents des bureaux de vote et aux assesseurs au sein des bureaux de vote à l'accueil des électrices et électeurs en situation de handicap. Bien entendu, veiller à l'accessibilité des bureaux de vote, l'accessibilité physique, mais également avoir des bonnes pratiques très concrètes. Par exemple, devant une pile du bureau de vote, avoir une ligne en braille ou en relief du nom du candidat ou de la candidate. C'est quelque chose de peu coûteux et qui rendra service à nombre de personnes en situation de handicap, et également personnes âgées. Également, de manière transversale, on pourrait évoquer la communication très large d'une collectivité, veiller à l'accessibilité numérique dans le cadre de sa communication sur les réseaux sociaux, sur son site internet, l'utilisation de la langue des signes française, du sous-titrage pour les vidéos, de l'audio-description également pour les vidéos, et puis du facile à lire et à comprendre sur les supports de communication, très important pour rendre intelligible et accessible à toutes et tous les informations communiquées par la collectivité. Et enfin, pour ne pas être plus long sur la participation des personnes handicapées, on pourrait dire aux décisions, à l'administration de la collectivité, mais c'est de faire en sorte de s'appuyer, je l'ai dit, sur l'expertise d'usage des personnes handicapées dans le cadre de la commission, mais c'est également de faire davantage leur place aux personnes en situation de handicap au sein des conseils municipaux. C'est un enjeu important. Une personne en situation de handicap peut être élue, elle est éligible et elle peut être élue. Elle apporte à l'ensemble de la collectivité et notamment au sein du conseil municipal. Elle peut bien entendu briguer des fonctions au niveau du handicap et de l'accessibilité, mais pas que. Peut très bien également prendre en charge des sujets comme l'urbanisme, les finances ou tout autre sujet. Et les élections municipales de l'année prochaine sont l'occasion justement d'ouvrir la porte des conseils municipaux aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour avoir bien rappelé qu'il y a bien deux sujets, évidemment, qui se recoupent, mais il y a bien deux sujets. Il y a pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'ensemble des services, des activités, etc., mais comment aussi favoriser l'intégration dans les assemblées d'élus pour participer et apporter leur vécu, leur expérience, leurs compétences à la vie de la commune ou du territoire dans lequel ils sont élus. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à ma voisine. Tout de suite. L'ordre alphabétique. Pardon. Voilà.
Bonjour à tous. Et vraiment, Monsieur le Président, Madame, j'ai envie de vous dire que déjà, pour la ville d'Évreux, c'est vraiment un honneur que d'avoir été conviée à ces travaux ce matin. Pourquoi ? Parce que depuis plus de 10 ans, nous travaillons avec plus de 150 personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, mais aussi tout âge confondu. Et ça a une grande importance. Et j'ai envie de compléter un peu les propos de Mathieu. Oui, il y a les gens reconnus par l'administration dans leur handicap. Mais nombre de citoyens, nombre d'élus ne souhaitent pas se faire reconnaître tant que l'image du handicap sera négative et sera en termes d'incapacité. Parce qu'en fait, tout notre schéma d'évaluation, y compris les professionnels, nous sommes en permanence en train d'évaluer les incapacités de l'enfant, les incapacités de l'étudiant, du travailleur, etc. Et en fait, nous avons oublié de voir la personne en termes de compétences. Et je crois que l'un des héritages majeurs que nous n'avions pas vu venir des Jeux olympiques et paralympiques, c'est que là, nous, dans l'Eure, nous avons eu la chance d'avoir Aurélie, qui est une championne du monde de la pétanque adaptée qu'on appelle la boccia. Elle est médaillée, elle a la médaille d'or, elle a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République, alors que c'est une adulte qui va en accueil de jour et qui vit dans une famille d'accueil. Je vous laisse imaginer le niveau de son handicap moteur. D'accord ? Eh bien là, on a découvert Aurélie avec des compétences, alors qu'avant, nous ne la voyions qu'en termes d'incompétences. Incapable de s'habiller seule, incapable de faire ses courses et préparer le repas, etc. Je caricature un peu et je force le trait pour faire comprendre à la commission. Du coup, je reviens à ma présentation. Donc oui, à Évreux, depuis 2014, nous étions quand même classés par un classement de l'APF avant-dernier en termes d'accessibilité. Je peux vous dire que ça vexe. Donc, on a vraiment mis les bouchées doubles et on a, dès le départ, créé le Grenelle du handicap, qui finalement, au fur et à mesure, devient un bulldozer, j'ai envie de vous dire, pour travailler l'ensemble des thèmes qui concernent le handicap. Parce que lorsque l'on parle d'accessibilité, et je l'ai découvert dès les années 2014, vraiment, dès que je parlais d'accessibilité, je voyais les yeux se baisser et les oreilles se fermer. Le terme, en fait, fait peur. Alors là, moi, j'étais étonnée parce que je suis d'abord une militante, une passionnée, etc. On a vraiment, à travers les groupes de travail, tenté de comprendre pourquoi ce terme faisait peur. C'est simple. Coût, accessibilité égale coût et égale amende. Et égale aussi peut-être un militantisme extrêmement fort et puissant qui, oui, fait progresser les choses au quotidien. Et vraiment, c'est un acteur majeur. Mais en même temps, qui peut freiner et faire peur. Donc, d'emblée, j'ai envie de vous dire, rééquilibrer un peu les choses. Donc oui, le milieu associatif était évidemment présent dans nos groupes de travail, mais à force de rencontrer les familles dans mon quotidien d'adjointe au maire, je peux vous dire que régulièrement, avec leur accord, je demande le nombre de familles adhérentes dans le champ d'une association concernant le handicap. À la louche, moins de 1% sont représentés dans le cadre d'une association nationale. Ce qui veut dire que oui, il faut s'appuyer sur le militantisme politique des associations qui font un boulot extraordinaire. Mais il ne faut pas pour autant oublier les individuels. Pourquoi ? Parce que du coup, il n'y a pas ce formatage, j'ai envie de vous dire, pour faire court. Et on a rééquilibré la parole des uns et des autres. Parce que si l'on vient à 4 dans une réunion d'une même association, vous imaginez bien que ça perturbe un peu les débats. Donc, on a fait ce gros travail-là. Ensuite, on a pris le temps d'écouter les habitants, les agents, les élus, etc., pour avoir un peu une image du handicap. L'équation, Monsieur le Président, était simple. Dans la tête des gens, encore aujourd'hui, le handicap égale moteur et égale une association nationale. Et puis, on parle peut-être, Mathieu, des aveugles. Et le reste, nous n'en parlons pas. Et en même temps,
j'ai envie de vous dire et de redire devant la commission, mais je sais que vous le savez, 80 à 85% des handicaps sont invisibles. Donc, nous avons beaucoup travaillé à Évreux pour tenter de rendre visible cette invisibilité. C'est compliqué. Nous nous sommes rapprochés d'agences de communication. Et là, ça s'est très mal passé, mais vraiment. Alors, on a tenté de travailler aussi auprès de journalistes qui, eux, nous disent « Mais madame, on veut bien en parler, mais en même temps, on a de moins en moins de temps pour écrire. » Et ce qui rend visible le handicap, c'est le fauteuil. Je vais vous raconter, entre guillemets, Monsieur le Président, excusez ma digression, les Jeux Olympiques. J'ai des élèves en face de moi qui viennent me raconter que pour rendre visible le handicap, on est allé jusqu'à mettre des jeunes en situation de handicap intellectuel dans des fauteuils pour les rendre visibles le jour du passage de la flamme. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, nous avons à Évreux, évidemment, beaucoup écouté les familles, puisque tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. Parce que j'ai envie de vous redire que les familles sont en capacité d'entendre quand les collectivités ne peuvent pas faire. Elles sont en capacité d'entendre que oui, on a entendu votre demande, on va peut-être mettre un peu de temps, mais déjà on vous a entendu, et déjà ça, c'est énorme, ce temps-là. Et parfois, elles sont elles-mêmes un conseil pour, par exemple, ne pas installer un ascenseur dans un jardin public que nous avions, nous, l'intention de mettre en place. Et du coup, ce sont vraiment les personnes en situation de handicap qui nous ont dit « Mais non, il sera là-bas, personne n'ira, ça ne sert à rien ». Donc, cette expertise d'usage redite par Mathieu, moi j'ai envie de vous dire, les compétences, ça contribue aussi à changer le regard. Et pour que notre ville soit inclusive, ben finalement, il faut être ensemble. Il faut aller dans la crèche ensemble, il faut aller à l'école ensemble, il faut aller dans les clubs sportifs ensemble. Et à force d'être ensemble, eh bien, on voit bien qu'on bouge les lignes. Je reprends mes lunettes parce que je sens que je transgresse. Voilà. Mais on pourrait vous faire une liste à l'après-vert. Mais d'abord, ce point majeur, c'est vraiment changer le regard sur le handicap. On l'a vu, le handicap invisible. Alors, on a tenté, quand on a gagné nos prix devant la Commission européenne, j'ai eu la chance d'échanger avec la commissaire européenne. Et je lui ai dit, Madame, je veux aller plus loin, parce que quand même 80% des handicaps sont invisibles. Comment puis-je faire? Elle m'a dit, mais Madame, le pictogramme du handicap, ce n'est pas nous, ce sont les normes. Et finalement, regardez dans nos quotidiens ce qui représente le handicap. C'est un logo sur fond bleu avec un fauteuil. Ce qui fait que tous les jours, on envoie un message aux citoyens, aux élus, que le handicap, c'est un fauteuil. Mais aujourd'hui, l'amélioration des diagnostics, l'amélioration de la médecine, ça c'était vrai dans les années 68, au moment où le pictogramme a été inventé lors d'un concours de design. Mais aujourd'hui, le handicap est bien autre. Et sans occulter, évidemment, le handicap moteur qui existe toujours. Voilà. Mais à l'époque, c'était des accidents, c'était la guerre, c'était les accidents industriels, c'était les accidents de voiture. Aujourd'hui, on diagnostique tout ce qui est invisible, les troubles neurodéveloppementaux, une explosion de diagnostics d'autisme, vraiment. Et puis, parfois, quand on ne connaît pas, on parle de troubles du comportement. Mais tout ça, ça représente un nombre très, très important des notifications de la MDPH. Alors, je le redis, l'une des bases de notre travail dans les collectivités, c'est vraiment de rétablir la confiance et la transparence avec les personnes en situation de handicap et les assos. Ça, c'est la première chose. À Évreux, nous travaillons avec plus de 40 associations différentes. Donc, des handicaps différents, des âges différents, et y compris, nous allons jusqu'au grand âge, pour le coup, avec la perte d'autonomie. Et regardez, messieurs les élus, regardez nos villes et nos communes. Combien d'habitants se déplacent avec un déambulateur? Moi, je rêve de prendre le temps de m'asseoir sur un banc dans ma ville et d'observer le nombre d'habitants qui se déplacent avec un déambulateur. Donc, tout le travail que nous menons dans le champ du handicap
Ça conduit nos villes à devenir plus agréables et confortables pour tous. Donc, je le redis, il y a des freins qui sont le vocabulaire. Dès que vous parlez d'accessibilité, vous faites peur. Donc, moi, j'ai tenté de trouver un autre avec, évidemment, les personnes. Ça a été de dire « Évreux, ville agréable et confortable pour tous ». Et je peux vous dire que c'est un slogan qui marche plutôt bien. Ensuite, le deuxième frein, ça a été de rendre visible l'invisible. Alors, on a fabriqué une pancarte. Parce qu'au départ, moi, je voulais modifier nos pancartes de stationnement PMR, vous voyez, qui permettent derrière de verbaliser si jamais les personnes l'utilisent sans avoir la carte mobilité inclusive. Et si on avait fait ça, la police municipale ne pouvait plus verbaliser. Du coup, ça ne marche pas. Alors, on a créé une pancarte complémentaire à la réglementation et nous avons mis « Soyons vigilants, 80% des handicaps sont invisibles ». Et aujourd'hui, la pancarte serait à refaire, nous mettrions 80%, soyons attentifs et non plus vigilants. Vous voyez, les mots ont leur importance. Soyons attentifs, 80% des handicaps sont invisibles. Eh bien, vous n'imaginez pas le signal que nous avons envoyé aux familles. Des familles qui ont la carte mobilité et qui passent leur temps à se justifier auprès des citoyens eux-mêmes, qui font la police eux-mêmes en disant « Vous êtes garé sur un parking, vous n'êtes pas en fauteuil, mais vous n'avez rien à y faire. » Sauf que, si j'ai la carte, c'est qu'une équipe de professionnels, de médecins, de neuros ont bien validé votre besoin. Si votre enfant a des troubles neurodéveloppementaux, se met en danger dès que vous ouvrez la porte, bien sûr que vous avez besoin de cette carte. Donc oui, un de vos parents ou votre conjoint a des troubles cardiaques, des troubles respiratoires, s'il a un périmètre de marche limité, bien sûr qu'il aura droit à cette carte mobilité. D'accord ? Donc, une grande partie des personnes qui utilisent ces parkings ont le droit, même si elles n'ont pas un fauteuil, et ça, les citoyens ne le savent pas. Donc, cette pancarte a été aussi l'origine de notre... d'avoir été récompensée par la Commission européenne, tout ce travail-là. Mais en même temps, il y a une attente considérable des citoyens français. C'est que nous venions reconnaître officiellement l'ensemble des handicaps. Donc à Évreux, nous lançons un concours de design pour tenter de retravailler ce pictogramme qui maintenant a fait le tour du monde. Donc oui, c'est ambitieux, mais je pense que ça passera par là pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap, vraiment. Donc, et je le conclurai avec le partage, parce que oui, nous sommes devenus finalement à Évreux une ville expérimentale. Parfois, les chercheurs disent que nous sommes un laboratoire de terrain. Mais si nous le gardons pour nous, nous avons également beaucoup travaillé la mobilité. Et nous, Évreux, nous sommes une ville de taille moyenne qui finalement représentons assez bien les communes françaises, la géographie française. Mais si nous ne le partageons pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc nous sommes en train de travailler avec AFNOR un livre, alors ce n'est pas une norme, mais plutôt des recommandations. Donc où nous sommes en train de raconter notre histoire avec tous les financements possibles pour aider les collectivités à trouver des pistes et améliorer. Parce qu'on le voit bien au quotidien, les élus veulent tous bien faire, vraiment. Il faut avoir cette certitude-là et vraiment je la partage. Mais bien souvent, on a une méconnaissance des fournisseurs, de ce qui existe, etc. Et du coup, comme on ne le sait pas, on n'y va pas. Par contre, si nous faisons le choix, nous à Évreux, en fait, comme on est à 1 heure de Paris, on a beaucoup d'établissements médico-sociaux parce que l'immobilier est moins cher. C'est un peu l'histoire de notre ville. Mais elles ont acquis une expérience fabuleuse. Donc, en fait, il faut travailler avec eux. Et en plus, elles le font avec beaucoup de gentillesse et bénévolement. Donc, c'est un appui considérable et une expertise considérable. Je sens que j'ai dépassé mes 7 minutes, Monsieur le Président. Mais vous êtes près de la conclusion. Là. Oui, il faut que je retrouve mon truc. Ouais. Ah oui, voilà. Alors, j'ai envie de vous partager une autre expérience d'élu. Et après, on continue. Oui. Peut-être que c'est pareil dans vos départements, dans vos régions. Nous, dans l'Eure, on a des listes d'attente considérables.
2 ans pour aller voir un orthophoniste. Et 2 ans pour le temps de l'enfant, c'est énorme. 5 à 8 ans pour intégrer une structure du médico-social. C'est énorme. Et parfois, quand on est jeune, on est à 1 an, mais du coup, on ne vous prend plus parce que ça ne sert plus à rien. Vous imaginez le désarroi des familles? Mais ce que je découvre, parce que je reçois beaucoup de familles, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de... Alors, je reprends le terme parce que chaque mot a une importance. Et excusez-moi, je ne veux pas me tromper de terme. On a parlé de tourisme médical ou de tourisme de santé. Eh bien, à travers le rendez-vous que j'ai avec les familles, je me rends compte que des gens peuvent quitter leur pays pour venir chez nous et profiter des services médico-sociaux parce qu'on a une qualité d'accueil, on a une qualité de service, et en fait, nous n'avons pas pensé à cette... Donc, c'est une problématique qu'il faut entendre, et je crois qu'il faut la regarder en face et ne pas... il n'y a pas de sujet à ne pas aborder. C'est un public voilà, que nous n'avions pas imaginé. Merci beaucoup pour cette intervention à la fois passionnée, mais qui repose sur du vécu d'élu local. Merci beaucoup. Et donc, Magali Marty-Royer, que nous avons en visio et que nous voyons, c'est à vous. Bonjour à tous. Eh bien, merci de nous donner ce temps de parole pour un sujet qui, effectivement, nous passionne tous. On voit bien que les débats sont riches et passionnés. Vous resituez la commune pour laquelle je suis maire, une commune de 2500 habitants, donc une petite commune. Et nous nous sommes engagés en 2020, lors de mon élection, dans un gros travail d'accessibilité d'enfants autistes dans nos écoles. J'ai tout simplement été contactée par une inspectrice d'éducation nationale pensant qu'elle allait pouvoir enfin trouver un terreau favorable à l'ouverture d'une classe, puisque beaucoup de mes collègues élus précédemment refusaient ces ouvertures, je pense, par méconnaissance du handicap. Donc en 2020, nous avons ouvert une classe pour enfants autistes en maternelle que nous avons appelée une classe bleue parce que nous ne souhaitions pas stigmatiser ces enfants en appelant cette classe une classe d'enfants handicapés ou je ne sais quel terme employer. Donc très vite, on leur a donné une couleur que l'on a donnée à toutes les autres classes finalement, puisque chaque classe depuis a maintenant une couleur. Ce travail s'est fait bien évidemment conjointement avec l'équipe enseignante, puisque toutes les étapes que je vais vous expliquer qu'on a menées depuis 5 ans maintenant, on les a toujours menées en concertation, parce que la seule volonté d'élu ne suffit pas. Il faut absolument que tous les acteurs présents autour du projet soient favorables et aient envie surtout, pour déjà supprimer certains freins. Donc cette classe bleue, avant de l'ouvrir, on a également réuni tous les parents d'élèves. Puisque bien souvent tout le monde trouve ça super, mais dès qu'on passe au bouton on a des familles qui peuvent dire mais moi je ne veux pas que mon enfant soit avec des enfants handicapés, c'est pas possible, ça va être dangereux. Donc on a réuni les familles, il y a eu un temps d'échange important durant lequel on a pu poser toutes les questions. Les familles ont pu poser toutes les questions, aussi basiques puissent-elles être, mais en tout cas, il y a eu des réponses d'apporter. Ensuite, les enfants ont été rencontrés. Dans chaque classe, une psychologue spécialiste de l'autisme est venue échanger avec les enfants en utilisant des mots qu'ils pouvaient comprendre, tout simplement. Et cette classe bleue est arrivée. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Ce sont des enfants qui arrivent avec des diagnostics précoces d'autisme. Et donc, du coup, une sortie rapide de cette classe-là pour réintégrer la plupart du temps une classe dite normale, même accompagnée d'une AESH, et une vraie réussite au bout de 4 ans. On n'a pas souhaité s'arrêter là, puisque quand quelque chose marche bien, on a forcément envie d'aller plus loin. En 2022, nous avons accueilli au sein des services municipaux un jeune apprenti en situation de handicap, un autiste également, puisque nous avons sur notre commune un IME spécialisé dans l'autisme. Nous avons accueilli ce jeune toujours avec la même méthode, demander aux agents de la commune
donc 2500 habitants, on n'a pas 40 agents, hein, on en a 25. Demander aux agents de la commune s'ils avaient envie de partir dans cette aventure, parce que c'est une aventure. C'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des difficultés. Pour l'instant, on n'a pas connu d'échec, mais on en connaîtra peut-être un jour, hein. Ce sont des actions compliquées. Donc, ce jeune est arrivé au service espace vert. C'est complètement intégré à l'équipe parce que l'équipe a eu envie de l'intégrer et de bien faire. C'est un travail important parce que il ne s'agit pas de l'accueillir et de lui montrer de lui enseigner une profession, mais il a également fallu l'accompagner sur le temps scolaire. Parce que ces jeunes, souvent, lorsqu'ils allaient au lycée spécialisé pour la formation du CAP, se trouvaient là en difficulté. Donc, on a dû accompagner tant sur la formation professionnelle que sur l'accompagnement scolaire également. Et puis, il a fallu former nos agents, que ce soit les agents du périscolaire ou les agents qui accueillent nos apprentis en situation de handicap. Parce que, bien évidemment, il a fallu apprendre certains gestes, apprendre comment on communique. On a appris à travailler dans nos ateliers avec des pictogrammes, comme on peut le faire à l'école. Et tout ce travail qui a été fait, que ce soit sur le domaine scolaire ou sur le domaine, on va dire, professionnel de la mairie, eh bien, nous apporte beaucoup parce qu'on s'aperçoit qu'on s'enrichit mutuellement. Donc ça, c'est la première belle réussite. La commune, évidemment, avec toutes ses associations, a souhaité engager une action supplémentaire et on a mis en place ce qu'on appelle une journée bleue. Il y a une journée mondiale de l'autisme. Donc, nous l'avons mise en place à Naveil, voilà maintenant 4 ans. Et ce jour-là, ce sont toutes les associations de la commune qui se fédèrent autour de cette journée bleue pour lever des fonds que l'on partage ensuite entre l'école primaire, l'école élémentaire et enfin notre classe bleue, notre classe arc-en-ciel dont je vais vous parler après, et notre conseil municipal des jeunes. Pourquoi on partage cette somme en 3? Tout simplement parce que l'inclusion, pour nous, c'est pas seulement œuvrer pour les enfants en situation de handicap, mais c'est faire aussi en sorte que les autres enfants dits normaux puissent se sentir bien avec ces enfants-là. Donc, on a ce travail qui est fait. Et dès 2022, nous avons obtenu le second prix à Page pour l'insertion des jeunes en situation de handicap. À partir de là, on maintient le pied sur l'accélérateur et 2023, nous avons ouvert une classe dite arc-en-ciel cette fois-ci, qui est au sein de l'école élémentaire et qui accueille cette fois-ci non pas uniquement des enfants autistes, mais des enfants en situation de handicap, quel qu'il soit. Donc c'est une classe beaucoup plus compliquée à gérer en termes de mobilité. Mais là encore, avec toujours la même méthode d'écoute, de partage, de formation, on a pu avancer très rapidement et surtout une volonté de toute la collectivité d'aller vers. Et tout ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui, on en est ravis. Les enfants sont inclus tant sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire. Ils partagent le même restaurant scolaire, ils partagent les mêmes tables que nos autres élèves. On a également mis en place tout un tas d'activités sur la pause méridienne, comme une chorale, par exemple, où ces enfants-là sont également inclus. Enfin, on n'est pas au pays des bisounours, mais tout se passe relativement bien et avec, je dois le dire, des moyens financiers limités, puisqu'on peut faire beaucoup de choses sans avoir beaucoup de moyens, avec uniquement la volonté de faire tout simplement. Parce qu'on parle beaucoup d'argent, certes, c'est utile, hein, je ne vous cache pas que pour aménager la classe bleue ou la classe arc-en-ciel, nous avons aménagé des espaces reclusion, nous avons aménagé tout un tas de choses, mais malgré tout, ce sont des sommes tellement modiques par rapport à tout ce qu'on a pu faire que ce qui comptait avant tout, c'était l'envie de faire. On poursuit, on a donc classe bleue, notre première apprentie qui vient de réussir en mai dernier son CAP d'apprentissage, qui aujourd'hui est embauché comme un salarié normal dans une collectivité. Il a décroché son permis de conduire, donc tout va bien pour lui. On voit que
Il a pris une très très belle voie et on en est tous très fiers parce que c'est devenu une fierté du coup, pour nous aussi. Et du coup, en septembre, nous avons embauché, septembre 2024, un nouvel apprenti, cette fois-ci au service restauration de la commune, puisque nous avons une cuisine de préparation pour notre restaurant scolaire. Là encore, des difficultés différentes parce que chaque jeune en situation de handicap, en tout cas en termes d'autisme, est différent. On rencontre des nouvelles difficultés, on en a d'autres qu'on a su surmonter beaucoup plus vite. Mais voilà, on avance. Et puis à partir de là, on se dit, ben, il faut qu'on continue parce qu'on n'a pas envie, une fois qu'on a mis le doigt sur ce travail-là, on a envie d'aller plus loin, d'autant qu'on a été récompensé en novembre dernier. Nous avons eu le premier prix, le trophée APAGE pour les services publics et la ville inclusive. Donc on a forcément, c'est un coup de booster pour toute la commune, on a envie de continuer. Là, on est en train de créer un potager communal qui va permettre de faire travailler un agent avec tous les enfants, y compris les enfants de l'IME qui ont pour certains une vingtaine d'années. Et tout cela, on l'intègre, bien évidemment avec l'équipe enseignante, périscolaire et tous les agents, on l'intègre dans le parcours du civisme qu'on a mis en place voilà 8 ans sur la commune avec le passeport du civisme. Bref, tout ce travail autour du handicap, c'est devenu une vraie fierté communale. Et on attend maintenant avec une certaine impatience, normalement, l'ouverture d'une classe dite UEEA, donc une classe en élémentaire uniquement pour des enfants autistes. On espère en voir son ouverture en septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup. Et pour clore ces premières interventions, Monsieur Laurent Michon, et je vous demande également d'essayer de ne pas faire trop long, si je peux dire, de manière à ce qu'après on puisse, ce qui sera intéressant aussi, avoir des échanges avec les collègues présents. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers sénateurs et sénatrices, merci beaucoup d'avoir organisé cette matinée, de nous avoir conviés, nous élus locaux, pour évoquer en effet les bonnes pratiques et les projets innovants que l'on peut mettre en place sur nos communes, sur nos territoires. Pour présenter en quelques mots ma commune et le contexte, afin de vous présenter ensuite les deux exemples de projets mis en place. Caluire-et-Cuire, c'est une commune de 43 000 habitants qui est située au sein de la métropole de Lyon, donc qui est commune limitrophe à la ville de Lyon, située au nord de la ville de Lyon. 43 000 habitants, avec un certain nombre d'établissements qui accueillent des enfants et des adultes en situation de handicap, notamment une crèche, mais également une école, l'école Atis, qui accueille des enfants à partir de 2 ans et qui sont avec des troubles du spectre autistique. Cette particularité d'école, c'est qu'elle accueille à mi-temps les enfants dans l'école avec des professionnels, et l'autre mi-temps, les enfants sont dans leur école de quartier, l'école ordinaire, la particularité de cette école. Et puis nous avons également un collège, le collège Naissance, qui accueille uniquement des enfants également en situation de handicap, et puis également une cité scolaire, le collège Élie Vignal, qui est collège et lycée, et qui accueille également un nombre important d'enfants uniquement porteurs de handicap. En parallèle de cela, nous avons des centres d'accueil, notamment des accueils de jour, 2 accueils de jour, l'un qui dépend de l'association des Villanelles, l'association OVE plus exactement, et puis également un autre sur une association locale qui s'appelle l'Alged et qui a son siège sur notre commune, qui a donc un accueil de jour, un foyer de vie, un foyer d'hébergement, et puis nous avons également un foyer de vie de l'ADAPI 69 ainsi qu'un IME. Donc vous voyez que le handicap, le domaine du handicap est assez présent et représenté sur notre commune. Et j'oublie également de citer un centre de formation pour les sourds et malentendants qui est également présent. Suite à cela, quand j'ai été nommé en effet adjoint au maire en charge de cette délégation sur le handicap en 2020, j'ai souhaité rencontrer l'ensemble de ces structures afin de leur dire: aujourd'hui, vous êtes au sein de vos structures. Demain, je souhaite que vous puissiez en sortir. Je souhaite que l'on puisse, nous, ville, commune, vous associer à nos actions, vous impliquer dans nos actions, dans nos manifestations.
de façon à vous rendre aussi plus visible. Et puis, je demande aussi que vous puissiez nous inviter les habitants de quartier et autres à vivre les manifestations que vous pouvez vivre sur vos structures. Notre commune est labellisée Ville Amie des enfants, Ville Amie des aînés. Très bien. Et je me suis dit, mais sur le handicap, finalement, qu'est-ce que l'on peut faire? La première chose que nous avons donc lancée, c'est un questionnaire auprès de la population et en particulier des personnes en situation de handicap, mais également des aidants. N'oublions pas les aidants qui sont aussi un public avec lequel il faut travailler et avancer. Et donc, nous avons lancé un questionnaire en fin d'année 2023 afin de récolter les besoins, les envies, les difficultés, les souhaits des habitants par rapport au champ du handicap. Suite à cela, nous avons organisé également ce que j'ai appelé les premières rencontres inclusives qui ont réuni sur une matinée l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le champ du handicap sur notre commune, mais également des personnes concernées, des habitants, des parents, des enfants qui sont venus également donc participer à ce temps d'échange, à la fois pour se connaître et puis également pour faire émerger quelques thématiques ou quelques idées sur lesquelles nous pourrions travailler. Il en est en effet ressorti quelques thématiques et donc nous avons, suite à cela, organisé des ateliers de travail. 3 à 4 ateliers ont été organisés après l'été 2024, avec là aussi ouvert à l'ensemble des habitants et en particulier des personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes qui vivent dans des structures d'accueil, mais également des personnes qui vivent chez elles à domicile. Et donc, des thématiques en sont ressorties, notamment sur l'accès au logement ou le logement, sur la vie sociale, la vie associative, l'accès aux soins, voilà, la mobilité, les déplacements, tout ça a permis d'établir un certain nombre de points sur lesquels il faut avancer ou travailler. Et donc, nous sommes en pleine élaboration, là, alors je vous parle d'un plan d'action sur le handicap au sein de notre commune, qui reprend du coup les besoins émis par les personnes concernées. Plan d'action qui sera déployé à court, moyen terme, bien évidemment, selon les capacités également et possibilités qu'une commune peut avoir dans le champ du handicap, puisqu'on a en effet certains domaines qui vont relever plus du département ou d'autres structures. Voilà, en tout cas, sur ce plan, et l'idée, c'était vraiment d'associer les personnes en situation de handicap à ce travail, et pas uniquement de travailler un dossier au sein de la commune avec les services. Ça, c'est sur notre plan inclusif, donc qui est en cours. Et puis, en effet, parallèlement à cela, on a, en tout cas, j'ai souhaité en 2022, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles puis législatives, associer des personnes porteurs de handicap, et en particulier handicap mental, associer ces personnes, les intégrer dans la tenue des bureaux de vote. Beaucoup de communes sont à dire on n'arrive pas à trouver des assesseurs, des présidents, etc. Très bien, mais où cherchez-vous et où allez-vous frapper aux portes pour trouver des assesseurs ou des présidents? Voilà, c'était un peu innovant et ça a été très enrichissant, mais on a en effet sur certains bureaux de vote eu des assesseurs qui étaient porteurs de handicap mental, et bien évidemment, selon leurs possibilités, on leur a confié telle ou telle tâche à réaliser, et voilà, les sourires qu'ils avaient étaient assez incroyables, de se sentir en effet impliqués dans la vie de la cité, non pas seulement faire, mais également, en tout cas, participer en tant qu'acteurs à des actions comme celle-ci. C'était une façon aussi de rendre visible le handicap. On en a parlé, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, rendre visible le handicap, et derrière la table des bureaux de vote, eh bien, avoir des personnes en situation de handicap, visibles ou pas d'ailleurs, hein, puisque nous avons parlé aussi des handicaps invisibles qui sont nombreux. Et donc, nous avons renouvelé cette opération en 2024 également, et donc nous la renouvellerons bien évidemment par la suite. En amont de cette tenue de bureau de vote, nous avions aussi souhaité sensibiliser les personnes porteurs du handicap, en situation de handicap, ou en tout cas, et principalement les personnes
avec handicap mental qui sont sur les foyers de vie, foyers d'hébergement, centres d'accueil de jour dont je vous ai parlé de notre commune, les sensibiliser à qu'est-ce que c'est une élection, pour qui on vote, comment ça se passe lorsque vous venez voter. Et donc, on a organisé en amont de chaque élection une réunion en mairie d'information et de sensibilisation adaptée pour ces personnes. Voilà quelques exemples d'actions. On pourrait en citer bien sûr beaucoup d'autres, mais je trouvais que celle-ci était intéressante à vous partager. Tout à l'heure, Madame Marty parlait des espaces verts. On a aussi une convention avec un des centres d'accueil de jour et nos espaces verts pour que les personnes en situation de handicap puissent venir travailler, donner un coup de main à nos agents des espaces verts. Je crois que toutes ces actions que l'on vous présente là sont aussi liées à des volontés politiques. Et je crois que si nous sommes aussi présents ce matin, c'est pour défendre cela, défendre l'intégration, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité, c'est primordial. Mais si nous n'avons pas, nous, cette impulsion, je pense que ça peut être en effet plus complexe. Notre rôle, c'est aussi de créer du lien entre les habitants et les structures et la vie de la cité, et du lien entre les associations existantes, de façon à ce qu'elles puissent se parler, se coordonner et monter ensemble aussi des projets. Je terminerai juste sur un point. Je suis en parallèle président de l'Union départementale des CCAS du Rhône et de la métropole de Lyon. Le but aussi, c'est de pouvoir, comment dirais-je, déstigmatiser tout ce que l'on entend sur la santé psychique, notamment santé mentale. On n'a pas forcément abordé ce sujet-là, mais comment aussi faire en sorte que lorsque des agents d'accueil, au sein notamment de CCAS, puissent mieux appréhender la question du handicap psy, ou des personnes en situation de handicap psychique, et comment les orienter. Et donc, j'ai organisé un colloque régional en novembre dernier sur ce sujet, à l'attention des élus et des directeurs de CCAS, sur justement comment mieux connaître, comme je vous le disais, toutes les maladies qui tournent autour des maladies psychiques, de la santé mentale, et comment répondre ou comment mieux appréhender, répondre au public que l'on reçoit au sein de nos collectivités. Voilà, là aussi, c'est une façon de pouvoir déstigmatiser ce sujet et apporter des réponses aux professionnels. Voilà quelques exemples que nous avons menés sur notre territoire, que je peux vous présenter ici. Je vous remercie. Merci et bravo à vous également et à tous les intervenants pour toutes ces initiatives. Je vais tout de suite passer la parole à nos collègues, peut-être juste avant et par anticipation, mais vous en avez donné un exemple finalement à la fin de votre intervention, parce qu'en vous écoutant, je me disais, ben voilà, ces communes, elles ont mis en place concrètement des choses, parce qu'un, il y avait une volonté communale, et deuxièmement, il y avait un élu, au moins un élu ou une élue engagée sur ces sujets, parce que vous l'avez dit, la loi ne peut pas tout régler, l'un d'entre vous l'a dit, et finalement, beaucoup de choses reposent sur des initiatives locales avec, dans le cadre des lois et des règlements qui existent, avec au cœur finalement de cette motivation plutôt le côté humain. Et je me disais, à travers ces exemples réussis et d'autres sans doute ailleurs, comment pourrait-on faire pour accompagner, aider les communes, les territoires à avancer sur tous ces sujets à travers ces exemples? Y aurait-il des choses à mettre en place? La fin de votre intervention montre que vous avez essayé de faire partager en quelque sorte ces sujets et ces réussites à l'échelle de votre territoire. Ça peut être un exemple. Y en a-t-il d'autres d'initiatives, d'accompagnement qui pourraient être mises en place, de sensibilisation, je ne sais pas trop comment l'appeler, et y compris pour permettre à des personnes en situation de handicap, quel que soit ce handicap d'ailleurs, de pouvoir être en responsabilité dans les territoires, dans les communes, dans des assemblées, mais pas seulement d'ailleurs. Et finalement, à travers l'exemple des bureaux de vote, de la tenue des bureaux de vote, c'est une mise en responsabilité finalement aussi de personnes en situation de handicap. Voilà, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Corinne Ferré, qui est bien sûr membre de notre délégation, mais qui siège aussi à la Commission des affaires sociales et qui est rapporteur de la mission d'information sur le bilan de la loi du 11 février 2005. Donc je te propose, Corinne, d'intervenir peut-être en premier, puis après les collègues qui veulent intervenir, de manière à ce qu'on puisse ouvrir un échange.
Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous et à vous, mesdames et messieurs, en visio, à vous, madame. Effectivement, je suis membre de la Commission des affaires sociales et co-rapporteur avec mes collègues Chantal Decenne et Marie-Pierre Richer sur cette mission d'information concernant la volonté de dresser un bilan de cette loi de 2005 et avec, comme tu le rappelais, l'aboutissement par l'organisation d'un colloque ici au Sénat le 11 février. Donc la Commission des affaires sociales est, j'ai envie de dire, force de proposition sur les domaines qui la concernent, mais les autres commissions aussi du Sénat sont amenées aussi à travailler, réfléchir et faire également ce bilan dans les autres domaines que celui des affaires sociales. Je pense en particulier en ce qui concerne l'éducation, tout ce qui tourne autour des écoles, bien évidemment, mais aussi l'accessibilité avec la commission ad hoc. Moi, je me réjouis, je me satisfais tout à fait qu'aujourd'hui, cette matinée soit consacrée à 2 tables rondes organisées par la délégation aux collectivités territoriales, parce que, vous l'avez dit, les uns et les autres, effectivement, les associations ont un rôle tout à fait essentiel à jouer pour, je dirais, la prise en compte ou l'intégration au quotidien de nos concitoyens concernés par le handicap, mais les élus, en tout cas toutes les bonnes pratiques et toutes les initiatives qui sont prises dans nos collectivités locales sont aussi une manière de faire avancer les choses. 20 ans d'une loi tout à fait essentielle pour les personnes en situation de handicap, eh bien ça marque, mais il faut aussi en dresser le bilan et pouvoir, avec, j'ai écouté attentivement vos interventions, avec vos interventions, pouvoir être force de proposition aussi, peut-être pour compléter ou aller peut-être un peu plus loin. Tout cela relèvera ensuite eh bien, du Parlement et du Sénat que nous sommes. J'avais juste une petite question à vous adresser, mesdames et messieurs, en termes très pratico-pratiques, excusez la familiarité de mes propos. Des initiatives sont prises dans vos communes. Savez-vous si... ou pourriez-vous nous dire, à l'échelle nationale ou avec des exemples, comment les choses s'organisent au sein d'une collectivité et au sein des délégations qui sont confiées aux élus? Est-ce plutôt comme vous, monsieur le maire adjoint de Caluire-et-Cuire, qui a une délégation handicap, personnes âgées, mobilité? Est-ce qu'on a très fréquemment, pour ne pas dire toujours, au sein d'un conseil municipal, un ou une élu en charge du handicap, maire adjoint ou bien conseiller municipal délégué? Savez-vous également à l'échelle d'une intercommunalité, ou pourriez-vous nous dire à l'échelle d'une intercommunalité comment les choses s'organisent? Voilà ma question très simple, mais qui peut nous permettre aussi de voir un peu comment les choses se passent dans tous nos départements, dans tous nos territoires. Merci. Merci Corinne. Je propose qu'on prenne 2 ou 3 questions et puis on vous donnera la parole ensuite. Bernard Buis, je crois, a demandé la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Marie-Clie Hainaut. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous avez fait travailler une agence, un bureau privé, etc. Et qu'est-ce que vous leur aviez demandé concrètement et pourquoi ça a été un échec? Alors, Pascal Gruny. On va prendre plusieurs questions et vous répondrez ensuite. Merci, Monsieur le Président. Je salue bien sûr mes collègues, mais aussi toutes les personnes qui sont, alors, pour Madame, présentes ici et présentes en visio pour cette matinée. C'est un sujet vraiment très important. Moi, je vais vous parler de l'expérience de la ville dans laquelle j'habite. Donc nous, on a une élue adjointe au maire en charge du handicap et un élu qui est en fauteuil, conseiller municipal, ce qui a permis de faire avancer en fait sur l'accessibilité. Parce que c'est vrai que quand on partage pas en fait l'expérience, on oublie beaucoup de choses et là, ça fait énormément progresser. Et sur l'adjointe au maire, en fait, elle avait créé c'est une prof de danse, et elle avait créé une association en fait pour faire danser des personnes handicapées, dont je suis la marraine depuis 20 ans. Et on fait danser des enfants et des plus grands maintenant, autistes, c'est-à-dire à la fois sur le handicap mental
et aussi des personnes qui sont en mobilité très réduite, voire même en fauteuil. Ce qui fait aussi, parce qu'on fait les spectacles, et donc ce qui fait changer le regard sur ça, sur ce problème. Et moi, j'étais aussi en entreprise où j'ai toujours essayé d'intégrer des personnes handicapées. J'ai même eu à un moment donné un prix et je regrette beaucoup que notre chambre de commerce n'ait pas fait perdurer une action, un colloque tous les ans en fait, qui mettait justement en valeur les actions et l'intégration des personnes handicapées au sein des entreprises. Je pense que c'est aussi une bonne idée. Et je me souviens du dernier colloque auquel j'avais participé, où ils avaient fait intervenir des clowns. Et donc, les clowns, il y avait un clown blanc, puis le clown Achille. L'un faisait de temps en temps l'employeur et l'autre l'employé. Parce qu'en fait, c'est la peur. Et la peur, c'est comment? C'est pas j'ai peur et donc je rejette. C'est pas ça, c'est la peur de faire mal. Parce que quand vous êtes en entreprise, mais c'est vrai aussi en collectivité, c'est qu'on ne connaît pas forcément le handicap de la personne. La médecine du travail vous accompagne pas toujours suffisamment. Donc, c'est le même sujet, en fait, en collectivité territoriale, que l'intégration des personnes handicapées est complexe. Et je ne vous parle pas après aussi, parce que moi je suis conseillère départementale, des vraies difficultés qu'on a avec la MDPH qui est saturée aussi de demandes et dossiers qui n'avancent pas. En tout cas, c'est un vrai sujet. Moi, en 2005, j'étais députée et je venais d'arriver. C'était la première loi que j'ai votée, qui a vraiment changé quand même les choses. Vraiment, vraiment. Parce que souvent, et on le verra quand on fera le bilan, moi je suis aussi à la Commission des affaires sociales et en tant que vice-présidente du Sénat à l'époque, j'ai ouvert le groupe d'études sur le handicap. En fait, souvent on la critique aujourd'hui parce que bien entendu, il y a tellement encore d'attentes, tellement de choses à faire. Mais en revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a eu avant 2005 et après 2005. Donc merci parce que je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai entendu en fait une partie de la dernière visio avec partout en fait ces propositions qui sont faites. Et je pense que ce matin, c'est aussi le partage des bonnes pratiques, des bonnes initiatives qui est importante. Et la délégation, je pense qu'elle est ouverte pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Pascal. Comme il nous reste que 2 questions, je vous propose qu'on les prenne parce que le temps passe et ensuite on fera un tour de table sur vos réponses ou vos réactions. Jean-Claude Anglard, sénateur de l'Aveyron. Merci Monsieur le Président. Je m'adresse à Madame Maragliano. En tout cas, merci pour avoir porté à la délégation ce sujet et je voudrais témoigner d'une chose et je voudrais avoir votre avis et votre passion et votre enthousiasme m'encouragent. Alors je me suis occupé, il fut un certain temps, il y a 12 ans exactement, pour développer le chemin de Saint-Jacques, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, entre Le Puy, dans la Haute-Loire, et Conques, en Aveyron. Et donc nous avons travaillé dans le cadre de ce développement, sur la partie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur l'équipement de tablettes indicatives, avec l'association Braille et Culture. Et 12 ans après l'avoir fait, lorsque je suis à Estin, qui est un des sites comme Conques équipés, je suis toujours surpris du regard qu'ont les gens par rapport à ces tablettes donc en braille, par rapport au fait que l'on soit sur le chemin de Saint-Jacques et quelle est l'utilité entre finalement des randonneurs, des marcheurs qui ne voient pas bien. Et puis voilà. Alors, votre enthousiasme m'encourage parce que 12 ans après, j'ai toujours les mêmes interrogations et je vérifie si finalement le handicap est bien perçu ou pas. Voilà. Donc, je voulais avoir un témoignage de votre enthousiasme, comment vous maintenez la flamme, si je puis dire. Merci. Merci Jean-Claude. Et pour terminer, Laurent. Oui, merci Monsieur le Président. On va rester toujours dans la région Occitanie, puisque c'est dans le Gard. D'abord, vous remercier, mesdames et messieurs, pour vos propos, pour votre action. Moi, j'aurais une question en tant qu'ancien élu. Comment vous organisez, alors, par rapport, parce qu'on va parler aussi de finances, par rapport au budget que vous avez dans vos collectivités, est-ce que c'est un budget autonome? Est-ce que c'est le budget, une ligne spécifique du budget
du CCAS et quelle organisation administrative vous avez dans vos communes? Est-ce que vous avez un directeur spécifique, un DGA, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est l'élu qui fait tout, comme c'est bien souvent le cas? Merci Laurent. Alors, pour répondre, je propose qu'on commence par vous, Madame Maragliano, parce que vous avez été interpellée directement au moins sur 2 questions, et puis ensuite, évidemment, chacun pourra s'exprimer. Merci pour l'ensemble des questions qui vraiment... Comment Il nous reste peu de temps, Non, donc mais d'accord. laissez un peu de temps de parole aux autres intervenants. Oui, mais alors, Allez-y, pourquoi l'échec? alors déjà, pour partager nos... on voit bien que nous travaillons sur la mobilité. Voilà. On a présenté 2-3 concours internationaux en lien avec des laboratoires, etc. À chaque fois, on est de 20 et on arrive dans les 5 premiers. Énorme. Mais on n'arrive pas au bout. D'accord ? Voilà. Donc, un vrai problème de financement et de soutien quelque part. Mais des élus au plus haut niveau, j'ai envie de vous dire. Première étape. Alors que vraiment, notre projet, il est magnifique. Il s'adresse au handicap, aux seniors, mais à tout le monde. Économie pour l'environnement, du coup, moins de déplacements, mais pour un meilleur service aux usagers de tout un territoire. En fait, l'idée, c'était quoi? Mutualiser tous les véhicules qui sont dans les structures médico-sociales, qui ne sont utilisés que 2 ou 3 heures, mais pas que. Parce qu'en fait, des véhicules non utilisés, il y en a plein dans une commune. Dans les entreprises, nous, on a une base aérienne. Bref, partout. Et là, on avait un allié majeur qui est l'intelligence artificielle. Donc, notre travail, il est en cours. Mais si vous pouviez, par une baguette magique, bref, nous aider, on arrive dès demain et on libère notre agenda. Première réponse. Deuxième, l'agence de communication, monsieur. Extraordinaire. Moi, mon point de départ, c'était monsieur, venez nous aider à rendre visible l'invisible. Sujet passionnant. Et là, c'était finalement deux vocabulaires complètement différents. L'agence de com qui arrivait avec son vocabulaire, mais qui ne connaissait rien au handicap. Et moi, je pensais que ce serait au contraire un atout. Vous voyez, sortir de l'entre-soi, et puis voilà. Et il y avait nos personnes en situation de handicap, plus toutes les assos, qui vraiment attaquaient chaque mot. L'inclusion, le vivre ensemble, bref, chaque mot avait des définitions, mais qui ont été cogitées pendant des années en amont. Et l'agence de communication ne le savait pas. Donc, ça a explosé le groupe, on a arrêté. Et puis, on a fait de notre lieu. Et alors, curieusement, c'est qu'après, on a retravaillé ensemble. Et finalement, ça rejoint un peu ce que vous dites. Finalement, le handicap, c'est quoi? C'est, oui, une connaissance des besoins spécifiques des uns et des autres pour ne pas les mettre en difficulté. Mais c'est finalement plus de temps quand les gens viennent à la mairie, permettre à l'agent d'accueil de prendre plus de temps pour l'écouter, pour comprendre et pour pouvoir lui répondre. Prendre plus de temps dans, par exemple, les feux rouges, pour que les personnes puissent prendre le temps de traverser sans avoir peur de la circulation. Finalement, cette notion de temps, mine de rien, elle est au cœur du handicap, vraiment. C'est une des réponses, pour faire court. Et puis ensuite, vous avez évoqué les peurs. Pascal Jacob a beaucoup travaillé les peurs. Moi, aujourd'hui, je dis, tout le monde veut bien faire, vraiment. Mais bien souvent, on ne fait pas parce qu'on a peur de mal faire. Regardez, on apprend une maladie grave de notre voisin, de nos amis, d'un de nos proches. La première de nos réactions, on n'ose plus appeler, on ne sait pas comment faire, quel mot choisir. Donc, je pense que la peur est au cœur des choses. Voilà. Et pour terminer, monsieur, sur le financement. Alors moi, 2014, naïve, j'arrive, tout ça, j'apprends beaucoup. Et alors pour tout vous dire, déjà à Évreux, l'élu handicap avait un bureau à l'extérieur de la mairie. Ça vous montre un peu le truc. Et au départ, j'ai commencé par être conseillère municipale déléguée au handicap. Parce que lorsque nous avons fait campagne, beaucoup de questions autour du handicap sont remontées. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, au sein des conseillers. Et du coup, là, on m'a proposé une place. Et puis très rapidement, je suis devenue adjointe au maire. Mais parce qu'il n'y a pas un commerçant de la ville qui m'ait demandé des infos pour son employé, pour ses petits-enfants, pour son enfant. En fait, on est tous concernés dans nos quotidiens. Et alors, le financement. Il y a toujours des urgences sur les urgences, d'accord?
Et puis, en même temps, quand on parle de handicap, finalement, comme ça concerne l'ensemble du quotidien des uns et des autres, on prend la parole sur chacun des sujets, en bureau municipal ou en conseil municipal. D'accord? Donc, la conclusion de tout ça, c'est que l'adjointe au maire qui parle du handicap, elle ne sait parler que de ça. Vous voyez? Donc, quand on veut un peu réduire le sujet, eh bien, on dit oui, mais bon, avec son handicap, alors que non. On parle de quoi? On parle d'emploi, on parle de scolarisation, on parle de santé, on parle de voirie, on parle d'urbanisme, d'environnement, mais c'est passionnant. On parle numérique. Et donc, au départ, je souhaitais, moi, que chaque délégation ait un bout du handicap, puisque ça concerne tout le monde. Et les agents me disaient en off, Madame Marigliano, ne faites pas ça. Si vous le faites, vous allez perdre votre ligne budgétaire et vous ne pourrez plus rien contrôler. D'accord? C'est un enjeu majeur, vraiment, de savoir à quel endroit poser cette délégation. Jacques Chirac, quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattaché directement au... Enfin, il a limité les intermédiaires, on va dire, pour faire court. Rattaché directement au bureau du Premier ministre, c'est ça? Voilà. Et en fait, ça, c'est l'emplacement idéal. Parce que sinon, quand vous êtes un peu comme moi plus bas, ça veut dire que vous prenez votre bâton de pèlerin du matin au soir, 7 jours sur 7 et toute l'année, pour aller rattraper le projet de la culture, pour aller rattraper le budget du sport, pour aller rattraper le site Internet qui est fait par un service, alors qu'on est en train de travailler en amont sur l'accessibilité de tous les sites numériques de la ville. En fait, la délégation du handicap, c'est ça. C'est, du coup, la conclusion, c'est de tenter d'être le plus en amont possible, y compris dans la rédaction des cahiers des charges. Regardez aujourd'hui nos logiciels numériques. Eh bien, combien sont mis sur le marché sans être accessibles? Parce que nous, on les fait tester aux personnes non-voyantes. Et je prends volontairement tous les âges de la vie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes d'apprentissage pour les sites, pour interpréter les sites numériques, d'accord? Eh bien, le logiciel qui vient d'être acheté par les collectivités n'est lui-même pas accessible. Comment on fait derrière sur le terrain? Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'aurait même pas dû être autorisé sur le marché, puisque la loi du 11 février est opposable. J'ai répondu? Merci beaucoup. Alors, du coup, je reprends mon ordre. Peut-être Mathieu Annereau? Est-ce que vous souhaitez réagir ou répondre à un certain nombre de questions? Avec plaisir. Oui, peut-être rapidement, je sais qu'on est contraint par le temps. Merci pour l'intérêt des sénatrices et sénateurs et pour les questions posées. Peut-être focus sur 2 points majeurs, il me semble. Beaucoup de bonnes pratiques également, en effet, ont été évoquées ce matin par les élus présents. Impérieuse nécessité, on le comprend bien, de compiler ces informations, ces données dans une base documentaire qui peut être partagée la plus largement à l'ensemble des élus locaux. Bonne pratique également, expérimentation, retour d'expérience peut-être sur des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est important et intéressant pour ne pas également s'engager dans des démarches peut-être qui ne sont pas porteuses derrière. Ça me semble un point important, technique, peut-être à inscrire dans la loi, je ne sais pas comment, ou en tout cas peut-être que les organisations d'élus peuvent travailler là-dessus, mais cette base documentaire évolutive, animée, à mettre à jour régulièrement, me paraît être un peu une nécessité. Voilà, c'est les bonnes pratiques en action et à mettre en exécution. Et puis le deuxième point, ça rejoint la question sur l'histoire des budgets. Ça me semble très, très important, très intéressant. Dans les collectivités, on nous présente de plus en plus des budgets genrés ou des budgets climat qui permettent d'extraire les actions concrètes sur ces sujets-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, bien entendu, le handicap, l'accessibilité, ça irrigue l'ensemble des politiques publiques de manière très transversale. Mais ce n'est pas parce que c'est partout que ça doit être nulle part et en tout cas non transparent. On l'a vu
avec notamment, c'était le nomination du gouvernement. On a dit que tous les ministres maintenant doivent s'emparer du sujet. Du coup, on ne met plus de ministre handicap. Eh bien, c'est le meilleur moyen. En tout cas, c'est l'objectif, certes, quand notre société sera prête. Et quand une société n'est pas encore prête et n'a pas fait tout le chemin, il faut absolument marquer les choses. Donc, en effet, un élu, une ligne budgétaire présentée chaque année qui permet de compiler les actions qui sont menées budgétairement sur l'accessibilité des établissements recevant du public, l'aménagement de la voirie, enfin, les sensibilisations, les formations, etc. C'est important pour montrer pratiquement également aux personnes handicapées, aux associations, ce que ça représente comme coût également pour une collectivité, également la projection sur plusieurs années de manière pluriannuelle pour voir qu'on peut monter en charge. Et c'est certainement ce qui a manqué à la loi de 2005, notamment sur l'accessibilité, c'est d'avoir que les collectivités puissent s'engager de manière pluriannuelle sur une projection de mise en accessibilité. Dire c'est trop coûteux, donc on n'y va pas, on ne pourra pas, ben, il faut bien commencer. Et 5, 10 ans, on met tant chaque année et on avance de manière très, très concrète. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Marty-Royer. Oui, alors moi j'ai entendu une question sur le budget, comment financez-vous tout ça? Nous, on l'inscrit tout simplement au budget principal, hein. J'ai entendu parler de DGA dans une commune de moins de 3000 habitants, 2600. On n'a pas de DGA, hein, ça va beaucoup plus rapidement les informations et la plupart des communes en France sont plutôt dans la taille de la mienne, voire inférieure. On a effectivement une élue en l'occurrence en charge de tout ce volet, ce travail autour du handicap, mais qui ne fait pas que ça, qui fait sûrement le rôle de DGA que vous pouvez avoir dans les plus grosses communes. Et puis, chez nous également, beaucoup de pragmatisme. Moi, je suis chef d'entreprise, hein. J'aime les choses qui vont vite, où on ne perd pas de temps et où on agit. Donc, la taille de la commune me va très bien pour ça. On ne fait pas appel à des cabinets d'études pour quoi que ce soit. On s'appuie tout simplement sur l'expertise des professionnels qu'on a sur la commune. On inaugure demain un nouveau centre de loisirs. On a tout simplement travaillé avec l'architecte qui a créé ce bâtiment, avec les professionnels de l'IME pour le choix des couleurs, des formes, et tout ça sans frais de cabinet d'études. Alors, sûrement que des tailles de communes ne permettent pas tout ça, mais pour avancer vite et de façon efficace, voilà. La flexibilité de la taille de notre commune nous a permis tout ça. En tout cas, tout est au budget principal et tout est inscrit par projet finalement. Voilà. C'est très rapide, mais... Merci beaucoup. Et Monsieur Laurent Michon, peut-être, pour conclure ce petit tour de table de vos réactions. Oui, je vous remercie. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a la répartition du nombre d'adjoints délégués au handicap sur le territoire de mon département ou au niveau national? Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir un adjoint délégué au handicap ou un conseiller délégué, mais plus particulièrement un adjoint, c'est que ça met en lumière ce sujet-là. Et que ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée qui peut rassurer aussi les habitants en situation de handicap ou confrontés à ce sujet. Je vous donne un exemple. À la rentrée, ou presque à chaque rentrée scolaire, le sujet des AESH absents dans les écoles est un sujet que vous connaissez probablement sur vos territoires. En tout cas, c'est un sujet chez nous. Eh bien, les parents me contactent pour essayer de... Voilà, ils se disent, tiens, j'ai un élu en charge du handicap, peut-être pourra-t-il nous faire remonter des informations un peu plus haut, ou en lien avec les MDPH, ou en lien avec le rectorat, ou au-delà. Je crois que cette notion d'adjoint en charge du handicap, c'est aussi cette notion de visibilité et de prise en compte de ce sujet sur nos territoires. Le handicap n'est pas le sujet, il est vrai, prioritaire au sein des communes. Ce n'est pas forcément le sujet sur lequel toutes les communes vont travailler. Et pour autant, on voit bien qu'on a encore malheureusement du travail à faire sur cela. Et je disais tout à l'heure,
c'est aussi une volonté politique et c'est aussi, une fois que vous êtes en charge de cette thématique, qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que vous souhaitez impulser, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Un exemple, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Mathieu qui parlait des documents en version FALC, facile à lire et à comprendre. Eh bien, c'est de dire, voilà, au sein de notre CCAS, nous avons édité une plaquette qui est peut-être un peu complexe dans son contenu. Éditons-en une en version FALC. Voilà. Alors là, pour le coup, il va y avoir un petit budget à trouver. Ce n'est pas un budget important, mais il y aura un petit budget. Par contre, je fais la transition sur le budget. Faire participer des personnes en situation de handicap à la tenue d'un bureau de vote ou organiser une rencontre sur le sujet du handicap avec tous les acteurs ou organiser un plan, ce que j'ai appelé un plan inclusif sur le champ du handicap, ça ne demande pas d'investissement particulier. Donc, il y a aussi, certes, le budget, mais il y a aussi tout ce qui peut être fait à moindre coût et qui ne demande pas forcément une ligne budgétaire en face. Il faut aussi quand même avoir cet élément-là, même si bien sûr le budget est souvent le nerf de la guerre. Je terminerai sur un point. Nous avons la chance aussi, nous, sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir une vice-présidente en charge du handicap, Sandrine Chetx, que vous verrez tout à l'heure, je crois, sur la deuxième table ronde, qui est aussi très investie sur ce sujet-là. Et c'est vrai que quand vous avez des élus locaux, régionaux ou même au niveau département, qui portent ces sujets avec passion, avec cœur, et qui vous entraînent, qui vous associent, ça donne envie aussi sur nos territoires de continuer et de faire la même chose. Donc voilà, je crois que c'est encore une fois, quand je parlais de volonté politique, hein, j'insiste un peu, mais sur beaucoup de sujets, c'est quand même ce point-là. À un moment donné, si on veut avancer, il faut aussi se retrousser les manches et se lancer. Et pas avoir peur de l'échec sur les sujets que l'on peut lancer ou les projets que l'on peut lancer. Et après, bien sûr, si l'on peut s'appuyer sur vous, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est avec joie. Je vous fais remonter cette question des AESH qui est voilà, un sujet sur le fait de ne pas en avoir à chaque rentrée scolaire, en tout cas en nombre suffisant. C'est un réel souci, une réelle difficulté pour les familles. Voilà un petit peu ces éléments et encore une fois, un immense merci de nous avoir réunis ce matin pour échanger sur ces sujets et partager nos expériences. Merci beaucoup. Écoutez, surtout, merci à vous. D'abord, bravo, franchement, les uns et les autres pour les actions concrètes que vous menez, les initiatives que vous prenez dans chacun de vos territoires et dans les responsabilités qui sont les vôtres. Merci d'avoir accepté de venir témoigner devant la délégation ce matin. Merci aussi de vos recommandations, j'ai envie de dire. Je retiens des idées sur la base documentaire, parce que l'idée, c'est de pouvoir entraîner, vous êtes pilote, si j'ai envie de dire, sur cette question du handicap qui nous tient à cœur, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner, aider, entraîner d'autres collectivités, d'autres territoires à prendre des initiatives à partir d'exemples réussis. Donc, l'idée d'avoir une sorte de base documentaire, comme ça a été dit, je trouve ça intéressant, l'élu référent, enfin, tout ce que vous avez proposé. Donc, un très, très grand merci à vous, et je suis sûr que vos témoignages d'aujourd'hui, je m'adresse aux deux collègues, je crois qu'il y en a deux membres de la Commission des affaires sociales, trois, dont une rapporteure, tous ces témoignages et ces échanges viendront alimenter finalement la préparation de l'événement que vous allez organiser le 11 février à l'occasion du 20e anniversaire de la grande loi sur le handicap. Donc un très très grand merci, merci à vous tous et encore une fois bravo pour ce que vous faites. Merci. Alors, juste dans cette interface avant la seconde table ronde, rappeler pour ceux qui sont intéressés et qui peuvent se libérer le déplacement qui aura lieu les 6 et 7 février de la délégation. Donc certains sont inscrits, ce n'est pas encore trop tard, mais maintenant, si
Alors, merci déjà.